c'est la question, on va revenir sur l'État, mais c'est la question que je vous pose à tous les trois. Est-ce que tout ça flotte dans un vide juridique ou est-ce qu'au contraire, il y a un encadrement juridique? Et plus particulièrement, si on se pense alors sur le DIH, sur le droit international humanitaire, quelle prise a-t-on là-dessus? À partir du moment où effectivement ce cyberespace est par définition sans frontières, sans territoire, quel type de loi peut s'appliquer? Yves Sandoz peut-être là-dessus. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que quand on est dans un conflit armé, qu'il y a des actions avec l'utilisation du cyberespace, bon, il y a les drones, il y a toutes ces choses qu'on connaît bien, hein, ou bien sabotage informatique, le droit humanitaire s'applique. C'est-à-dire on l'applique, c'est une méthode, une arme de guerre comme une autre. Alors, la question qui serait intéressante, et ça, on devrait, je pense, y penser, c'est d'avoir une réflexion plus approfondie sur cette méthode de guerre pour définir les contours acceptables ou pas. Mais si vous avez aujourd'hui un bombardement par drone, la question que vous posez, c'est de dire est-ce qu'il y a eu les précautions voulues? Est-ce que c'était un objectif militaire? Est-ce que le principe de proportionnalité est respecté? Donc vous allez poser exactement les mêmes questions. Si vous avez un sabotage informatique, une information qui est truquée, eh bien vous direz est-ce que c'est de la perfidie ou est-ce que c'est de la ruse? Vous avez le droit la ruse n'est pas interdite, de saboter l'information de l'ennemi, mais enfin, la France libre l'a fait pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas interdit. Donc il faut distinguer ce qui est ruse et ce qui est perfidie. Donc là, vous avez des notions qui s'appliquent à cela comme si c'était une autre arme. Mais il serait peut-être utile, malgré tout, d'avoir une réflexion spécifique sur cette méthode de guerre pour mieux délimiter ces contours. Et ça, on ne l'a pas encore réellement. Par exemple, oui, vous évoquez les drones. Quel est le statut, par exemple, de la personne qui est à 5000 km de là, dans un bureau ou un champ opérationnel militaire et qui pilote le drone? C'est un combattant. C'est un combattant, voilà, c'est clair. Voilà. Donc on peut l'attaquer. Colonel, peut-être, du côté ministère de la Défense, alors, vous êtes à la direction des affaires juridiques, donc c'est votre métier. Comment est-ce que vous encadrez tout ça? Alors en fait, moi je vais rebondir sur ce que disait M. Sandoz, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de doute, et que ce soit nous en interne français ou que ce soit sur le plan international ou doctrinal, tout le monde est quasiment d'accord pour dire que le droit international s'applique, le droit international humanitaire s'applique. C'est dans les modalités qu'on a effectivement des soucis. Que ce soit dans le jus ad bellum, on sait que les principes s'appliquent. Après, on a des problèmes peut-être pour caractériser vraiment les attaques. Et on essaye plutôt en tout cas la tendance actuelle, c'est plutôt de voir quels seraient les effets de ces attaques pour essayer de caractériser cette attaque. Pareil pour la question de l'attribution de la responsabilité, on a des difficultés qui sont liées au fait qu'on est dans un espace immatériel, donc on a plus de mal à rechercher la preuve, à attribuer l'origine de l'attaque, mais globalement, les principes sont les mêmes. On a juste des difficultés d'application, de recherche de ces éléments, mais en tout cas, les principes s'appliquent. Après, pour le jus in bello, c'est la même chose. Les principes de nécessité, distinction, proportionnalité, ça s'applique évidemment. Le problème, c'est que par exemple, je prends le principe de distinction, si on veut cibler des systèmes informatiques, beaucoup plus que pour des systèmes classiques, c'est souvent des systèmes duaux. Donc évidemment, c'est plus compliqué, mais le même principe s'applique, la même analyse s'applique, les mêmes processus de ciblage s'appliquent. Quand on regarde le principe de proportionnalité, est-ce qu'on a la même facilité pour voir quels seraient les effets sur les populations civiles? C'est peut-être plus difficile puisque c'est quelque chose de plus diffus, il y a des ramifications, il y a des implications, je l'ai dit tout à l'heure, dans le temps aussi temporel, des effets des attaques, mais globalement les principes sont les mêmes, les règles sont les mêmes, il faut juste se pencher sur leur applicabilité, sur les critères et définir plus précisément ces critères. Et c'est notamment ce que font de nombreuses communautés de juristes, et dans le cadre de l'OTAN, c'est ce qu'ont fait d'éminents spécialistes, notamment dans le cadre du manuel de Tallinn, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais ils se sont posés cette question:
concrète de l'applicabilité du DIH sans remettre en cause et sans dire de façon tout à fait abrupte que le droit n'était pas adapté. Non, les principes s'appliquent. Après, il faut juste creuser pour essayer de voir dans quelle mesure et où ça fait mal, où il y a des points d'achoppement et comment on va pouvoir trouver des solutions pratiques. Vous pouvez donner des exemples un peu concrets, par exemple, de cas d'école sur lesquels vous travaillez, où vous faites des exercices où on est dans le secret défense? Je ne peux rien vous dire. Non, mais je parlais tout à l'heure des questions, enfin, on en parlait en aparté de réaction à des attaques. Donc voilà, on se dit, est-ce que plutôt que de réagir en légitime défense en utilisant la force pure, on pourrait peut-être agir sur la population en ciblant des sites informatiques, en ciblant en essayant d'avoir des actions un petit peu plus d'information ou psychologiques. C'est une méthode de réaction. La question qui se pose, c'est, en tout cas, on teste en ce moment les mêmes processus que si c'était du ciblage normal, sauf qu'on cible des choses un petit peu différentes, des populations un peu différentes, des objectifs un petit peu différents, mais en tout cas, on applique au sein du ministère de la Défense les mêmes process, avec les mêmes règles et les mêmes critères, les mêmes tests de proportionnalité, de nécessité, de distinction. Simplement, c'est avec des effets différents, c'est sur des cibles différentes, des audiences différentes, mais les mêmes critères et les mêmes tests s'appliquent. Je veux dire, peut-être, vous avez des exemples. Quand on s'attaque à des systèmes informatiques, au fond, et là, vous me compléterez, hein, mais la question de la proportionnalité du ciblage devient très délicate. Parce qu'au fond, en touchant quelque chose, on va entraîner des problèmes en cascade. Si vous touchez les installations électriques, peut-être que ça va aussi être coupé, pour être un peu simple, dans les hôpitaux, avec des problèmes pour les malades, ça va couper. Il y a eu ce cas en Irak, ça va couper des alimentations d'installations d'eau potable. Donc vous aurez des effets collatéraux qui ne sont pas très facilement identifiables a priori, qui vont plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Donc là, il y a un réel problème, je pense. Nicolas Arpagian. La difficulté, en fait, c'est de répondre à 3 questions. La première, c'est de savoir si, parce que vous avez évoqué le pilote de drone. Moi, je ferai pas cette analogie-là parce que, effectivement, a priori, un pilote de drone est quelqu'un qui est référencé dans des instances, dans des organisations, même s'il est il est sur la côte californienne et qu'il pilote ce qui se passe en Afghanistan. Globalement, il est dans un état-major et il y a peu d'incertitude quant à son statut juridique. La difficulté, effectivement, dans le cas du cyber, c'est qu'effectivement, on peut avoir des individus hors de toute hiérarchie, hors de tout cadre, qui peuvent être des civils, éminemment civils, et qui n'ont évidemment pas forcément à répondre des obligations dues aux militaires. C'est la première chose. La deuxième, c'est de déterminer dans le cadre des investigations, de remonter la chaîne, c'est de se dire, tiens, je pense que l'attaque, elle vient de tel point, après, elle a suivi tel parcours, ensuite, elle a suivi tel parcours, et à partir de quand est-ce qu'on détermine que nous avons remonté l'attaque à sa source définitive et qu'il n'y a pas un risque, ce qu'on appelle de rebond, c'est-à-dire qu'on nous a ainsi baladé. Et toute la difficulté va être d'assumer le fait que l'on estime que c'est bien le point de départ initial de l'attaque. Et troisième critère qu'il va falloir prendre en compte, c'est qu'une fois qu'on a déterminé un point physique de départ de l'attaque, la question va se poser si l'État, puisque ce point physique il est quand même bien ancré dans un territoire, est-ce que l'État qui gère ce territoire est informé et complice et ou complice de l'action qui a été menée. Après tout, vous pouvez très bien avoir des terroristes qui prennent des décisions à partir du sud de la France pour intervenir au Pays Basque, et sans que l'État français, la responsabilité de l'État français, soit vis-à-vis des Espagnols engagée. Donc on va bien s'apercevoir que la seule présence sur le territoire. Alors dans l'histoire estonienne, les Russes, qui n'étaient pas mécontents de donner un peu ce soufflet un peu à leurs petits voisins, ont estimé que lorsqu'on leur a dit, puisqu'ils, eux, assument un dispositif de contrôle de leur Internet national, donc en clair, on a pu leur dire, mais au fait, vous savez ce qui se passe sur votre Internet, puisqu'il a été décidé depuis un décret de 2008 que tous les opérateurs de télécom et d'Internet intervenant sur le territoire de la Russie et de la CEI ont l'obligation de se connecter
connecté à un serveur qui s'appelle Storm et qui est géré par le FSB. Donc au moins, on peut se dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est ce que semblait appeler de ses voeux Yves Sandoz, qui est de dire, bon, bah, l'avantage quand vous êtes dans un régime, l'avantage entre guillemets d'un régime autoritaire, c'est qu'évidemment, il contrôle ses infrastructures, et donc on a pu demander aux autorités russes, bon, très bien, mais les Estoniens disent que ça vient de chez vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et la réponse des Russes a été assez intéressante, a été de dire, oui, effectivement, ça part de chez nous, mais ce sont des patriotes russes qui ont fait ça. Et en Russie, être patriote, ce n'est pas interdit. Voilà. Et on limite l'organisation, effectivement, et c'est là où on voit effectivement la limite de la désignation de la responsabilité.